diable! Rends-toi, bossu, tu es perdu! Le bossu est mort! Vive la Gardère! Et toi, un spélon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. C'est bien moi, Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Et je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Mon cœur est bon. Mais je suis un monstre. Adieu! Plus près! Tiens bien le chemin! Lorsque vous faites des rôles périlleux, vous avez peur? Non, je me suis interdit depuis l'âge de 8 ans d'avoir peur et je pense que j'ai réussi. Jean Marais, c'est une carrière exceptionnelle et un acteur hors norme. Il a eu un rôle tout à fait particulier dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment l'homme de tous les courages, comme je le disais dans la petite bande-annonce que j'ai fait pour cet épisode, parce qu'il a été tout d'abord le premier acteur, la première star, même si à l'époque on disait vedette, qui ne se faisait pas doubler. Jean Marais, c'est l'homme de tous les courages. Et je vous raconterai aussi ce qui s'est passé pendant l'occupation. C'est vraiment quelqu'un qui n'avait peur de rien. Alors, on pourrait dire que c'est Bébel avant Bébel. C'est un acteur qui a un panache incroyable et qui est doué pour le bonheur. Vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours été au-delà des obstacles qu'il a rencontrés dans la vie. Il ne se laissait jamais abattre. C'est Jean Marais. Alors, j'ai trouvé vraiment beaucoup de documents que j'ai sélectionnés et je vous propose de faire cette émission en 2 parties pour que ça soit plus digeste. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Et on va commencer par le début, comme toujours. Jean Marais est né en 1913. Il a commencé sa carrière très jeune, même si les grands rôles sont venus plus tard. Vous allez voir ses tout premiers essais au cinéma. C'est en 1932. Il a 19 ans pour un film de Marcel L'Herbier qui s'appelle L'Épervier, mais il ne sera pas retenu pour le rôle. Je vous propose de regarder cet extrait et je vous retrouve aussitôt après. Numéro 3, deuxième point. Oui. C'est peut-être un peu simple. Il fallait le trouver. Et puis, je ferai des romans, des pièces de théâtre. Je sens que je peux tout faire. Mais crever de faim. Ça me donnera des idées. Je ferai un roman sur papa. On se tordra. Tiens, cette fois, je vais me fâcher. Essai, Madame F. Francis, Monsieur Marais, première fois. Viens ici. Plus près de moi. Demande-moi pardon. De toutes tes forces. Pour Marseille. Je te demande pardon, maman. Tout ce que ton père a dit, c'est vrai. Mais oui, tu fais que des bêtises, voyons. Et des bêtises quelquefois très graves. Enfin, c'est notre que tu as fabriqué. Comment as-tu pu? Si tu crois que c'est gai de se faire attraper tout le temps. Voilà, vous avez vu un Jean Marais qui est très très loin du Jean Marais que nous connaissons, avec une voix plus rocailleuse, plus virile. Et justement, cette voix d'ailleurs sera un de ses problèmes, on en reparlera tout à l'heure. Mais je voudrais vous montrer une première interview de Jean Marais qui revient justement sur ses débuts au cinéma. Je n'ai pas essayé de porter de jugement de valeur sur la qualité de ses essais. On va laisser Jean Marais
le faire. Il était l'invité d'une émission qui n'existe plus sur Ciné Classique, malheureusement, qui était vraiment très intéressante et entouré de plusieurs critiques de cinéma. Pendant 1 heure, il a raconté sa vie avec beaucoup d'humour, de gentillesse, et je vous propose de le retrouver. Il nous parle donc de ses débuts pour l'essai que vous venez de voir. C'était avec Marcel L'Herbier pour un film d'après une pièce de théâtre de Jacques Deval qui s'appelait Étienne. Et c'est une grande actrice qui m'a donné la réplique, que vous êtes trop jeune pour avoir connue, qui s'appelait F. Francis, qui était une très très grande tragédienne et une très grande actrice. Et gentiment, le metteur en scène, Marcel L'Herbier, m'a invité à la projection le lendemain pour voir les roches de l'essai. Et il m'a demandé comment je me trouvais. Et j'ai dit, je me trouve affreux. Et il m'a dit, moi aussi. Et j'ai pas fait le film. Il s'était conduit d'une façon très curieuse avec moi. Et à chaque fois, il me téléphonait. À chaque film qu'il devait faire, il me téléphonait. Il m'offrait le rôle principal. Et j'apprenais par les journaux que c'était telle vedette qui faisait le film. Et après, il me téléphonait. Il me disait, c'est dommage que vous n'ayez pas voulu faire ce film. Alors pendant les années 30, Jean Marais va tourner beaucoup de films, mais ce sont bien sûr soit des silhouettes, comme on dit, de la figuration, ou des petits rôles qui ne laisseront pas beaucoup de traces dans sa filmographie. Il joue aussi au théâtre, mais surtout, il va faire dans ces années 30 la rencontre de sa vie, parce qu'on ne peut pas parler de Jean Marais sans parler de Jean Cocteau, bien évidemment. Et cette rencontre avec Jean Cocteau va être le début d'une relation très forte. Bien sûr, cette relation va être sentimentale, affective, et bien sûr, elle va aussi se sublimer au cinéma et au théâtre, puisque Jean Cocteau, lui, c'était l'homme de tous les talents. Il savait tout faire. Il savait faire des films, il savait peindre, il savait dessiner, il savait écrire, il savait tout faire. Et il va trouver en Jean Marais sa muse. Et vous allez voir Jean Marais nous raconter comment s'est fait cette rencontre avec Jean Cocteau. Et je vous laisse l'écouter et après, je vais vous raconter une anecdote que je trouve assez troublante et qui va éclairer d'une manière un peu différente ce que nous dit Jean Marais. Quand je vous dis que j'étais un culte, au moment où je vous parle, j'étais vraiment un culte puisque je ne connaissais même pas le nom de Jean Cocteau. Oui. Alors j'ai été invité à Issy-les-Moulineaux chez un ouvrier des usines Renault qui avait un petit studio qu'il avait arrangé lui-même. Très bien d'ailleurs, avec 3,50 francs. Et sur les murs, il y avait des dessins encadrés qui me ressemblaient. Alors j'ai dit, mais qui a fait ces dessins? On me dit, c'est des reproductions que j'ai découpées dans des livres. C'est Jean Cocteau. Alors j'ai demandé qui était Jean Cocteau. On m'a expliqué que c'était un poète, un écrivain, qu'il avait écrit des livres, des poèmes. Et j'ai été dans une librairie, j'ai acheté Les Enfants Terribles. J'ai eu un coup de foudre. Ouais. Alors ce que je voulais vous dire par rapport à ce que raconte Jean Marais, c'est-à-dire que donc Jean Cocteau l'aurait dessiné avant de le connaître, eh bien ça me rappelle quelque chose. Je ne sais pas si à vous, ça vous rappelle quelque chose. Si vous avez vu Les Demoiselles de Rochefort, réalisé par Jacques Demy en 1966, eh bien, dans le film, il y a un personnage qui est joué par Jacques Perrin, qui est marin et qui peint en amateur, et il peint le portrait d'une femme idéale qu'il aimerait rencontrer. Et un jour, une jeune femme tombe devant ce portrait, et elle se dit, mais c'est moi. Et c'est Catherine Deneuve, en l'occurrence, dans le film. Et en fait, donc, Jacques Perrin va rencontrer sa femme idéale qu'il a dessinée avant de la connaître. Alors, je me dis que peut-être, parce que Jacques Demy était un fan absolu de Jean Marais, d'ailleurs dans Peau d'âne, mais on en reparlera plus tard, il y a beaucoup de clins d'œil, et il y a d'abord Jean Marais dans le film, mais c'est exactement l'histoire que nous raconte Jean Marais. Jean Cocteau, comme Jacques Perrin dans Les Demoiselles de Rochefort, dessine son homme idéal,
et il va le rencontrer ensuite dans la réalité. Jean Cocteau était un grand poète et je crois qu'il a fait de sa vie une sorte de long poème. Et comme il l'écrivait, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Avec Jean Cocteau, on n'est jamais au bout de ses surprises. Alors, la première fois que Jean Cocteau et Jean Marais travaillent ensemble, c'est pour L'Éternel Retour, un film qui est réalisé par Jean Delannoy, non pas par Jean Cocteau, mais Jean Cocteau écrit le scénario et les dialogues de ce film. C'est l'adaptation de la légende amoureuse de Tristan et Isolde. Et c'est Jean Marais, bien sûr, qui joue Tristan, mais dans le film, il s'appelle Patrice. Je vous propose, avant de voir un extrait, d'écouter Jean Marais nous parler de L'Éternel Retour et de la place qu'il occupe dans sa carrière. Écoutez Jean Marais. C'est-à-dire que L'Éternel Retour, j'ai tout de suite, dès que j'ai lu le scénario, j'ai compris que toute ma carrière partirait de ce film. Mais c'était une époque où on avait beaucoup de mal à tourner. Il y avait, 1943. il y avait des problèmes d'électricité, il y avait beaucoup de Oui, il y a eu choses quelques problèmes en 1943, qu'on très imagine. difficiles. Et je suis parti tourner Carmen en Italie, à Rome, pour un producteur qui s'appelait Barattolo. Et Barattolo était associé à Paul V, qui avait accepté L'Éternel Retour. André Paul V. Mais Jean Cocteau m'écrivait, on ne peut plus tourner. Si on te propose un sujet qui te plaît en Italie, accepte-le. Et on m'avait proposé La Fanciulla de l'Ouest, et j'avais dit oui. À peine j'avais signé que je reçois un télégramme de Paul V me disant « Comptons sur vous, fin du mois, pour L'Éternel Retour ». Je me précipite chez le producteur et je dis « Écoutez, monsieur, je vous demande de me rendre la liberté. Si vous voulez, je vous ferai un film pour rien après, si vous me rendez la liberté pour L'Éternel Retour ». Il me dit, mais j'ai le manuscrit sur mon bureau. Vous croyez tellement à ce film? J'ai dit, je sais que toute ma carrière va partir de ce film. Et alors, bon, vous savez, j'avais signé un contrat de 3 mois. Ça faisait 9 mois qu'on tournait Carmen. Et alors, donc, j'ai pu reprendre ma liberté. En réalité, Jean Cocteau avait écrit le scénario en pensant à Michel Morgan. Mais Michel Morgan était en Amérique. Et il a demandé Madeleine Solon, qui était fantastique dans le film. Et on s'est entendu merveilleusement. C'était un souvenir extraordinaire. En plus, Delannoy était tellement touchant dans la façon dont il vous demandait quelque chose. Eh bien, je vous propose de regarder maintenant, j'ai fait un petit montage de la fin de L'Éternel Retour. Comme toutes les histoires d'amour, bien sûr, elles finissent mal. Donc, regardez ce petit montage qui vous donnera peut-être une idée de ce film si vous ne l'avez pas vu. L'Éternel Retour de Jean Delannoy, tourné en 1943. C'est pas possible, Lionel. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Bien. Tu souffres, hein?
faut disparaître à tout prix. Allez, salauds. Reste tranquille. Ne parle pas. Nathalie, je ne peux pas mourir sans l'avoir revue. Je ne peux pas, je ne veux pas. La mer. Ah, c'est sur la mer. À la place du pavillon, tu vois une écharpe blanche. Je ne peux pas retenir ma vie plus longtemps. Tu es exténué. Laisse-moi y aller seule. Mais tu n'auras jamais la force. Moi? Patrice. Patrice, me voilà. Personne ne peut plus les rejoindre. Voilà donc la fin de L'Éternel Retour. Bien sûr, les cinéphiles auront reconnu Madeleine Sologne, une actrice oubliée, mais qui a été une très grande vedette à l'époque de la sortie de ce film. Et 3 ans plus tard, en 1946, c'est le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Il s'agit de La Belle et la Bête, le film de Jean Cocteau, où Jean Marais, bien sûr, joue la bête. La Belle et la Bête, c'est quand même vraiment un film indépassable. Alors je sais bien qu'il y a eu des remakes, des dessins animés, mais on a envie de crier au sacrilège tellement c'est mauvais, 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 mauvais. Franchement, par moments, il vaut mieux rester sur l'original, parce que les réalisateurs qui se sont emparés de cette œuvre par la suite, malheureusement, n'ont pas le génie de Jean Cocteau, et ils ont fait des films qui n'ont aucun intérêt. Il faut regarder La Belle et la Bête, parce qu'il y a une chose qui est indépassable dans ce film, et qui est très rare au cinéma, c'est la poésie. C'est cette faculté de nous transporter complètement ailleurs, avec des personnages, et peu importe que le film ait 80 ans et qu'il soit en noir et blanc, bien que je vais vous en proposer un extrait colorisé, mais franchement, il vaut mieux toujours préférer l'original à la copie. Alors, avant de voir un extrait, je vous propose d'écouter Jean Marais nous parler du tournage de La Belle et la Bête, qui a été vraiment un enfer, mais je n'en dis pas plus, c'est Jean Marais qui va nous raconter le tournage de La Belle et la Bête, sorti en 1946. Ce qui a été le plus épouvantable, c'est la maladie de Jean Cocteau. Parce qu'il avait de l'impédigo sur le visage, il avait des furoncles,
il avait de l'eczéma, de l'urticaire, il avait un phlegmon. Il ne pouvait plus supporter les projecteurs. Il était obligé de mettre un chapeau auquel il attachait un papier de photographe noir, auquel il faisait 2 trous pour voir, pour se protéger des projecteurs. Et malgré ça, c'était la courtoisie, la gentillesse, la drôlerie. Il racontait des histoires drôles pour que toute l'équipe soit heureuse et gaie et amicale. Pendant le film, le professeur Mondor m'a téléphoné à moi en disant « Jeannot, si vous n'interrompez pas le film pour 15 jours et qu'on mette Jean Cocteau à Pasteur dans une cage de verre, il peut mourir en 48 heures d'un empoisonnement du sang. » Alors, vous imaginez, moi, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, est-ce qu'il va accepter? Et il était tellement fatigué, le pauvre, qu'il a accepté. On a fait venir la pénicilline d'Amérique parce qu'il n'y avait pas encore la pénicilline en France. Et qu'on ne l'a pas guéri. On l'a sauvé de la mort, mais on ne l'a pas guéri. C'est après le film qu'il est allé en Suisse et où on l'a guéri. Il a souffert, mais le martyr, ça a été vraiment un héros comme on imagine un héros. Alors c'est vrai que quand on voit le film, on se dit Jean Marais a dû souffrir le martyre sous ce masque où il fallait des heures et des heures de maquillage pour lui coller ce visage de bête sur son visage à lui. Mais en fin de compte, le vrai calvaire était hors champ. S'il était sur le plateau, c'était celui qu'a vécu Jean Cocteau. Et peut-être là aussi, Jean Cocteau était tellement amoureux de Jean Marais, peut-être souffrait-il aussi de le voir, parce qu'à l'époque, les éclairages étaient très puissants, il fallait beaucoup de projecteurs, donc il y avait beaucoup de chaleur, on n'avait pas les moyens de tournage d'aujourd'hui, les pellicules de l'époque n'étaient pas aussi sensibles qu'elles le sont devenues par la suite. Et on peut imaginer que Jean Cocteau est aussi un peu développé cette maladie sur le visage parce qu'il était totalement en empathie avec Jean Marais. Peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas là. Voilà. En tout cas, c'est un film véritablement génial et qu'il faut revoir. Et il n'y a pas une scène, pas un dialogue, il n'y a rien à jeter. Tout est fait sous le sceau de la poésie, du rêve, de l'imagination et du génie. Il ne faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais, sauf chaque soir à 7 heures, où vous dînerez et où je viendrai dans la grande salle. Il ne faut pas me regarder dans les yeux. N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur.
Acceptez-vous que je vous voie souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours. Et je n'ai pas l'habitude qu'on m'observe. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Mon cœur est bon. Mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous en rendre compte. Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez au moindre caprice. J'apparaîtrai chaque soir à 7 heures. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même. Quelle est cette question? Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Adieu donc, belle. À demain. Le tournage donc de La Belle et la Bête s'est passé pendant l'occupation. Et pendant l'occupation, en fait ça s'est passé avant le tournage, en 1941. C'est une histoire, quand je vous dis que Jean Marais c'est l'homme de tous les courages, en voilà un très bel exemple. Et cette histoire en fait n'a été rendue publique que bien plus tard. En fait ne le savaient que les gens qui travaillaient dans le monde du spectacle et du cinéma. Cette histoire a été révélée au grand public par François Truffaut, dans Le Dernier Métro, ce film qui a récolté tellement de Césars. Et dans ce film, Gérard Depardieu, en fait, interprète le personnage de Jean Marais, qui est un acteur de théâtre, et il va corriger un journaliste collaborationniste qui a écrit des choses tout à fait indignes. Mais plutôt que de rentrer dans les détails, une fois de plus, la personne la plus autorisée et qui peut vraiment nous en parler dans le détail, c'est Jean Marais. Donc je vous propose de regarder Jean Marais nous raconter cette histoire qui donnera après lieu à une scène mémorable du Dernier Métro de François Truffaut. Dans son film Le Dernier Métro, François Truffaut a emprunté un épisode de votre vie personnelle. C'est cette correction que vous avez infligée à mais, critique. Oui, mais là, vous parlez théâtre. Je croyais qu'on faisait une émission pour le cinéma. Oui. C'était un critique de théâtre, Alain Lobro, qui était un très grand collaborateur. Ça se passait pendant l'occupation. Oui, mais la trace en est restée, non? D'un film. Et je ne l'ai corrigé pas à mon propos, parce que pour moi, je ne corrigerai pas quelqu'un. Mais un mois avant la générale de la pièce, qui était une nouvelle pièce, il avait dit à un journaliste du Petit Parisien, j'ai décidé d'éreinter Jean Cocteau. Et je trouvais ça très injuste. J'ai dit à ce jeune journaliste,
J'ai dit, voilà, vous pouvez lui dire que s'il le fait, je lui casserai la figure. Et il l'a fait dans des termes qui n'étaient même plus une critique de théâtre. C'était comme une lettre de dénonciation qui aurait pu faire arrêter Jean Cocteau. Il parlait de l'opium, de toutes sortes de choses. Et donc, comme je me crois obligé de faire ce que j'ai dit que je ferais, alors je l'ai corrigé. Mais c'était beaucoup plus terrible que dans le film de Truffaut, parce que Truffaut a eu la gentillesse de me demander de se servir de cette anecdote. Et j'étais très fier qu'il le fasse, parce que j'ai une grande admiration pour Truffaut. Mais le critique que j'ai corrigé était en sang, tandis que dans le film, il n'est pas en sang. Et voilà, j'ai toujours espéré tourner avec Truffaut parce que à chaque spectacle de théâtre que je faisais, il venait et après il m'envoyait une lettre dithyrambique et très belle d'ailleurs. Et je pensais toujours tourner un jour avec lui. Il m'a jamais demandé. Finalement, vous n'avez aucun regret. Non, j'ai jamais de regret. Ni de regret, ni de remords. Je m'arrange pour être heureux dans la vie. Et nous allons rester avec le couple Marais-Cocteau, Cocteau-Marais, tout à fait inséparable. Et au début de cette émission, je vous disais qu'un des grands problèmes de Jean Marais, c'était sa voix. Jean Marais n'a pas fait que corriger un journaliste, il a aussi corrigé sa voix. Mais pour être sérieux 2 secondes, c'était vraiment très important pour Jean Marais de corriger sa voix, parce que Jean Marais, c'est aussi cette voix inimitable, avec ce phrasé assez lent, qu'on a entendu dans tellement de films, dans Le Bossu, on en verra tout à l'heure un extrait. Et cette voix, ça n'a pas été facile de la modifier, et il va nous raconter comment il a modifié sa voix. Je haïssais ma voix, c'est pour ça que j'ai fumé. J'ai commencé à fumer à 30 ans. Parce que pour abîmer ma voix, enfin, j'avais une voix qui ne correspondait pas avec ma morphologie, si vous voulez. J'avais une voix trop haute, trop enfantine. Et quelqu'un, d'ailleurs, m'a dit, c'était le secrétaire de Cocteau, qui m'a dit, évidemment, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, alors tu as une voix d'enfant, mais c'est normal. Alors j'ai essayé de boire, je n'ai jamais aimé beaucoup boire. Mais, bon, je bois, comme tout le monde, mais je bois beaucoup. Mais j'ai fumé, maintenant je ne peux plus m'en passer. Jean Cocteau a dit ça. Tes défauts, il a écrit ça. Tes défauts, cultive-les, c'est toi. Et il a dit aussi, la personnalité ne vient pas de ce qu'on sait faire, mais de ce qu'on ne sait pas faire. Bon. Et oui, et les défauts, petit à petit, forment votre personnalité et le public réclame ces défauts. Alors ces défauts qu'a voulu corriger Jean Marais, bon, qu'est-ce que c'est un défaut? Parfois, je pense un défaut peut être aussi une qualité, c'est aussi ce qui nous différencie des autres. Et ça me fait penser vraiment inévitablement à cette phrase de Jean Cocteau que j'adore. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Voilà. Alors vous l'avez vu, Jean Marais, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui fait vraiment une autocritique très forte de lui-même. Et je ne pense pas que ce soit joué ou que ce soit de la fausse modestie. C'était sa nature. Et il ne se trouvait pas beau. Souvent, dans les interviews, on lui parle de sa beauté et il ne se trouvait pas beau. Et je vous propose de regarder justement un extrait plutôt intéressant, parce qu'il a souvent abordé cette question-là, mais là, cette fois, c'est dans l'émission que faisait autrefois sur FR3, Henri Chapier, Le Divan. Et vous allez voir, je pense qu'il répond très sincèrement, parce qu'évidemment, ces acteurs ont tellement été sollicités dans la vie pour être interviewés, donc ils en finissent souvent par raconter la même chose. Là, je pense que sur cette question de sa beauté, il nous répond un peu plus, peut-être, il se confie un peu plus. Voilà, retrouvez donc Jean Marais sur Le Divan d'Henri Chapier. Vous n'étiez pas content de votre voix. Non, bon, ça c'est non, autre parce chose, que je me suis reconnu une grande qualité dans la vie, c'est l'autocritique. C'est-à-dire, j'ai passé ma vie, et très jeune, à me critiquer. Et donc,
ça m'a servi énormément parce que ça m'a fait faire des progrès, ça m'a fait devenir plus sociable. Pas seulement, les progrès n'ont pas seulement été sur la scène ou à l'écran, les progrès ont été dans la vie aussi. Alors, la rencontre avec Jean Cocteau a été déterminante à tout point de vue. C'est la période la plus extraordinaire de votre vie, artistique, Oui, je mais considère que je privée suis aussi. né en 1937 lorsque j'ai rencontré Cocteau. C'est lui qui m'a fait vivre, c'est lui qui a fait que je suis devenu quelqu'un d'un peu moins médiocre que je l'aurais été si je ne l'avais pas rencontré. Mais lui, il vous a trouvé beau aussi. Alors de lui, vous l'avez admis. Il vous a trouvé merveilleux à plusieurs points de vue, mais Jean également... Cocteau me trouvait, c'est le seul défaut que j'ai pu lui trouver d'ailleurs, c'est qu'il me trouvait toutes les qualités que je n'avais absolument pas. J'avais beau lui dire qu'il se trompait, plus je lui disais qu'il se trompait, plus il m'estimait. Et je vous propose de retrouver à nouveau Jean Marais. C'est aussi un extrait, vous en avez vu tout à l'heure, de Cinéma, l'émission de Claude Ventura et Alain Dreux, qui a vraiment été une des meilleures émissions de cinéma. Elle était diffusée sur Antenne 2. Et dans cet extrait que vous allez voir, Jean Marais revient aussi sur sa beauté et on lui demande quels sont les films. L'interview, je crois, est réalisée dans les années 75. Il ne tourne plus beaucoup. Et on lui pose la question de savoir quels sont ses films préférés. Et d'ailleurs, ça va nous amener à la suite de cette émission. Et donc, je vous propose de retrouver Jean Marais dans sa propriété, chez lui, à Marne-la-Coquette. Des années 40 aux années 60, vous avez été l'éternel jeune premier. L'éternel, non, on n'est jamais éternel. J'ai tourné l'éternel retour, mais je n'étais pas éternel jeune premier. Est-ce que vous le deviez à votre seule beauté, comme certains le prétendaient à l'époque? Mais écoutez, ça c'est une chose très curieuse, parce que moi personnellement, je me suis jamais trouvé beau. Des gens me disaient que j'étais beau, ou je voyais dans les journaux, par exemple, il y a eu un critique de théâtre qui était un grand critique, qui s'appelait Pierre Bresson, qui a dit dans la première pièce que je jouais, quant à Jean Marais, il est beau, un point, c'est tout, il marquait. Et Jean Cocteau? Jean Cocteau était un merveilleux metteur en scène, mais surtout de mouvement, d'esprit, d'esthétique. Il mettait très bien en scène, je dois dire, les dames âgées et les messieurs âgés. Mais pour les jeunes, je n'étais pas d'accord. Mais c'est peut-être aussi parce que j'avais peur d'être trop influencé par lui et je luttais contre ses indications. Et il me disait, mais enfin, tous les grands acteurs acceptent mes indications, et toi qui es jeune et débutant, tu les refuses. Et c'est peut-être mon seul remords, parce que je lui ai fait de la peine. Quel est celui de vos films que vous préférez? Eh bien, c'est Orphée, mais je ne m'aime pas, moi. Je ne parle pas en tant qu'acteur. Je ne m'aime pas dans Orphée, comme je ne m'aime pas dans La Belle et la Bête, mais ce sont mes deux films préférés. Et nous arrivons en 1950 avec le film dont vient de nous parler Jean Marais. Il s'agit d'Orphée, l'adaptation du mythe d'Orphée. Vous savez que Jean Cocteau a toujours été passionné par la mythologie. Et ce film est vraiment, là encore, rempli de toute la poésie de Jean Cocteau. Et c'est vrai que Jean Marais est l'Orphée idéal pour interpréter ce rôle. Donc, je vous propose de regarder un extrait. J'ai envie, ça me démange de vous dire ce que vous allez voir, mais j'espère que vous serez embarqués comme moi par la poésie de ce film. Il y aura une suite, on en parlera, le Testament d'Orphée. Mais regardez Orphée, c'est un pur chef-d'œuvre. C'est encore des films où il ne faut pas chercher à comprendre. Je crois que c'est un des grands drames de l'époque, on veut toujours chercher à comprendre. Avec Cocteau, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut se laisser embarquer dans l'histoire et il faut rêver. Le cinéma, quand même, est fait aussi pour rêver. Pas uniquement pour nous rebalancer le réel qui souvent nous est assez pénible.
Et je crois que malheureusement, des cinéastes comme Jean Cocteau, il n'y en a plus. Regardez tout de suite un extrait d'Orphée qui est sorti en 1950. Regardez-moi dans les yeux. Désirez-vous rejoindre Eurydice ou la mort? Mais je vous pose une question précise, ne l'oubliez pas. Est-ce la mort que vous désirez rejoindre ou Eurydice? Les deux. Et si possible, tromper l'une avec l'autre. Dépêchons-nous. Je me félicite de ne plus être dans la vie. On a oublié des gants chez vous. Des gants? Mettez-les. Allez, allez, mettez-les. Avec ces gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Prouvez-le-moi. Essayez. Je vous accompagne. Regardez l'heure. D'abord les mains. Auriez-vous peur? Non. Mais cette glace est une glace. Et j'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire. C'est la fin de la première partie. J'ai coupé cette émission sur Jean Marais en deux parce qu'il y a beaucoup de documents que je souhaite vous montrer. Et dans la deuxième partie, alors on va se consacrer au Jean Marais, les films de KPDP, le Bossu, le Capitan, le Jean Marais virevoltant, le Belmondo avant Belmondo. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette première partie et que vous serez fidèles pour notre deuxième rendez-vous avec Jean Marais, doué pour le bonheur. À bientôt.